Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 22 février 2018. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, à Lac-Sergent, la participation citoyenne est bien amorcée dans le but de stopper la dégradation du lac. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf atteint un taux record de diversion de 66 %. Nous accueillerons en studio le président Bernard Gaudreault. Rivière-à-Pierre et Saint-Léonard se mobilisent derrière l'équipe Boscus 1 du Grand Défi Pierre Lavoie. Le comité Vas-y et le Provigo à Saint-Raymond s'associent pour offrir le service de livraison d'épicerie à domicile. Marie-Hélène Paquette et José Bernier seront avec nous en studio. Une première foire du livre indépendante de Portneuf se tiendra à Donnacona le 25 mars prochain. Nous recevrons en studio Michael Landry et nous vous proposerons des activités culturelles à faire cette fin de semaine. Bonne émission. Jeudi soir, 21 février, se tenait la séance publique des maires de la MRC de Portneuf du mois de février. Parmi les sujets à l'ordre du jour et qui ont retenu notre attention, notons un rapport de la Sûreté du Québec de la MRC de Portneuf, particulièrement en ce qui concerne les saisies de drogue et qui a été dévoilé au Comité de la sécurité publique dont le maire de Saint-Raymond, Daniel Dion, fait partie le 15 février dernier. Les drogues de synthèse sous forme de pilules dont les méthamphétamines et le fentanyl se retrouvent dans nos écoles. On estime que chaque pilule, qu'on appelle peanut dans le jargon populaire, coûte dans les laboratoires clandestins entre 6 et 8 cents et se vend 4 ou 5 $. Ces molécules peuvent engendrer une dépendance rapide chez les jeunes. Les policiers ont saisi dernièrement des sacs pouvant contenir jusqu'à 10 000 pilules. Toute information peut être acheminée confidentiellement à la Sûreté du Québec. Sur la scène culturelle, le projet du manoir Allsop et du fort Jacques-Cartier des municipalités de Cap-Santé et de Donnacona est rendu à la dernière étape avant sa réalisation. Cette dernière étude mettra un chiffre au projet. Rappelons que le manoir Allsop fut construit vers 1730 près de l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier qui se jette dans le fleuve. En 1759, le fort Jacques-Cartier fut érigé près du manoir afin de faire face au débarquement éventuel des troupes britanniques. Le manoir appartenait à George Waters Allsop, le plus grand producteur de farine du Bas-Canada. Depuis 1978, le manoir Allsop est classé monument historique. Il fait partie du site archéologique du fort Jacques-Cartier. Secteur économique, on a appris qu'une entreprise élaborée par des jeunes travaille à commercialiser une boisson rafraîchissante, artisanale et fermentée qu'on appelle le Jun.
JUN. Cette boisson pétillante et non alcoolisée est une fermentation de thé vert et de miel. Elle s'apparente au kombucha, un thé sucré dans lequel macère un champignon. Les jeunes de la génération des milléniaux, âgés entre 11 et 33 ans, sont de plus en plus friands de ce genre de boisson. Et soulignons que l'Association des gens d'affaires de Saint-Basile invite la population à la Journée internationale des femmes le jeudi 8 mars prochain à Saint-Basile. Il s'agit d'une formule souper-conférence et des billets sont en vente à l'Hôtel de Ville. Rappelons que votre télévision CJSR diffuse la séance des maires de la MRC de Portneuf à chaque mois. L'horaire est disponible sur notre site web cjsr3.com. À Lac-Sergent, le samedi 17 février dernier, quelques 125 personnes ont accepté l'invitation de l'organisme de bassin versant la CAPSA, mandaté par le conseil municipal de Lac-Sergent, pour développer une démarche de participation citoyenne dans le but de poser des gestes concrets pour stopper la dégradation du Lac-Sergent. On vise à ce qu'un plan d'action concerté soit déposé en juillet prochain. Il faut dire que la qualité du Lac-Sergent est tributaire des eaux de surface et souterraines des terres plus hautes que le lac et qui, un jour ou l'autre, se jettent par gravité dans le lac. On appelle ces terres le bassin versant. Écoutons le maire de Lac-Sergent, Yves Bédard. Ce qui est important de noter pour le bassin du Lac-Sergent, c'est le Lac-Sergent, oui, tel quel, la ville est là, on est une partie, mais le bassin dans lequel qui vient tout influer sur la condition du lac, inclut une grosse partie qui est à Sainte-Catherine, parce que 60% du territoire qui se déverse dans le Lac-Sergent est à Sainte-Catherine. Puis on a 40% de la population qui demeure dans le bassin, qui demeure à Saint-Raymond. Ça veut dire que même si on dirait le Lac-Sergent veut prendre une action, si on ne réussit pas à impliquer ou à faire une coordination avec les deux voisins, ça va être difficile de prendre une action qui est vraiment, qu'on peut voir qu'est-ce qu'on peut réussir à accomplir, puis on réussir à faire des progrès. Le conseiller à la ville de Saint-Raymond, Yvan Barrette, et le conseiller à la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Claude Faneuf, font partie de la démarche qui s'apparente à celle du comité rivière à Saint-Raymond, mise sur pied pour diminuer les risques d'inondation de la rivière Sainte-Anne au centre-ville. Dans ce contexte, tous les résidents saisonniers et permanents, les entreprises forestières, agricoles, les usines, le club de golf, le club nautique, la station touristique du Chêné sont entre autres concernés par cette démarche dès le départ, comme nous dit la biologiste pour la CAPSA, Héloïse Drouin. Donc, ce n'est pas une décision qui est faite par les municipalités, ce n'est pas une décision qui est faite par les organismes environnementaux, c'est surtout pas une décision qui est faite par la CAPSA. Nous, notre rôle, c'est vraiment juste de chapeauter la table, de vous diriger là-dedans. La décision va être prise par tous les gens, tous les acteurs qui sont présents sur le territoire. C'est eux qui vont établir quelles sont les solutions, les alternatives qu'il peut y avoir dans les différents objectifs ou orientations fixés. La population est donc invitée à faire partie de la structure de concertation qui sera divisée en deux groupes. Un groupe élargi, ouvert à tous, et un groupe plus restreint, composé de représentants d'organisations. Selon la biologiste à la CAPSA, l'échéancier du mois de juillet est réalisable dans le contexte où toutes les études qui ont été réalisées auparavant sur le diagnostic ou sur les solutions pour stopper la dégradation du Lac-Sergent serviront à outiller les citoyens à prendre les meilleures décisions possibles. Non, on ne repart pas du début. Tout ce qui a déjà été fait, tantôt, M. Faneuf disait que le délai était très court, mais c'est que je ne pars pas du début. J'ai déjà de l'information. Il y a plusieurs portraits qui ont été déjà dressés au niveau du Lac-Sergent. La photographie des différentes études, je l'ai déjà. Donc, c'est beaucoup plus court. Et j'ai même réalisé un portrait préliminaire présentement pour le Lac-Sergent dans le cadre du 8e rendez-vous de l'eau de la CAPSA. Donc, l'information est déjà toute recueillie dans un document. Les diagnostics, on ne repart pas de rien non plus. Toutes les études qui ont été faites en ont établi des diagnostics. La seule chose, c'est que lorsque le diagnostic était établi, les citoyens n'étaient pas impliqués dans les orientations, dans les visions par la suite. Les citoyens seront donc invités à s'inscrire et à participer aux différentes formations et ateliers prévus dans la démarche à partir de la mi-mars.
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf poursuit son ascension et a atteint le taux historique de diversion de 66 % en 2017, une augmentation de 2 % par rapport à 2016. 66 % des matières qui sont récupérées à domicile dans les bacs verts et bruns ne sont donc pas enfouies dans le sol au site de Neuville. Par comparaison, la Régie est en opération depuis 2005 et en 2006, le taux de diversion n'était que de 18 %. D'ailleurs, en 2010, la durée de vie du site d'enfouissement à Neuville avait été établie à 35 ans, à partir de 5 cellules d'enfouissement d'une durée de 7 ans chacune, jusqu'en 2045 donc. Mais les nouvelles données de novembre 2017 réévaluent à 33 ans la durée du site actuel, ce qui veut dire qu'en 7 ans, en raison du taux de diversion des matières et malgré l'accroissement des populations, on n'a affecté que 2 ans sur la vie utile du site d'enfouissement de la Régie. On compte quelques 70 700 citoyens et 1200 institutions, commerces et industries desservis de porte à porte par la Régie, répartis dans les 18 municipalités de la MRC de Portneuf, 4 de la Jacques-Cartier et 1 municipalité de la MRC de Mekinac. Il faut souligner aussi que chaque tonne de déchets enfouis coûte de l'argent à la Régie et qu'à chaque tonne de matière recyclée, la Régie reçoit une subvention du gouvernement. Une progression est notée aussi en 2017 sur l'utilisation des écocentres. On estime à 19 900 tonnes de matières qui ont été récupérées et traitées par le réseau des écocentres opérés par la Régie. Et les pourparlers se poursuivent pour la mise en place d'un écocentre à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Quant au bac brun, la récupération des matières organiques, l'offensive se poursuit pour inciter le plus de restaurateurs, épiciers, industries ou institutions publiques d'emboîter le pas et de mettre en place une procédure de récupération de certaines matières. D'ailleurs, un partenariat pilote est en discussion avec la commission scolaire de Portneuf pour récupérer le papier brun dans certaines écoles. Soulignons qu'une agente de sensibilisation est active à la Régie pour rencontrer les commerces, industries et institutions du territoire. Au cours des prochaines années, le conseil d'administration de la Régie vise un taux de diversion de 75 %. Et pour nous convaincre qu'il est possible d'atteindre cet objectif, nous accueillons en studio le président de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, maire de Neuville et préfet de la MRC de Portneuf, Bernard Gaudreault. Bonsoir, M. Gaudreault. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci d'être avec nous ce soir. M. Gaudreault, 75 %, est-ce que c'est possible au cours des prochaines années? Absolument. En fait, c'est un objectif qui est ambitieux, mais qui est réaliste. Alors, on devra se doter au cours des prochaines années, en fait, d'une planification continue qui a déjà été entreprise depuis 2008 avec différentes actions et de la consolidation de nos efforts et surtout de la sensibilisation que nous devrons continuer à marteler jour après jour auprès des citoyens. Vous savez que la collecte des matières résiduelles, mais évidemment, c'est des efforts individuels qui s'additionnent. Oui. C'est de la collecte porte à porte et chaque citoyen, citoyenne qui prend le temps de mieux gérer les matières, évidemment, qu'il souhaite jeter, va contribuer directement à l'amélioration de notre efficacité collective. Alors, c'est hyper important. Un taux de diversion de 66 %, oui, c'est un sommet historique. Donc, on peut dire que dans Portneuf, plus de 2 tiers des matières qui sont recueillies au porte-à-porte évitent l'enfouissement. Oui. C'est magique. Vous avez dit d'entrée de jeu dans votre introduction qu'on partait d'un taux de 18 % en 2008. Alors, la progression a été phénoménale. On a mis en place des actions qui nous ont permis d'accéder à ces chiffres fort intéressants, malgré une augmentation importante de la population desservie par la Régie. Oui. Donc, non seulement on augmente nos utilisateurs, mais on augmente notre efficacité, donc la sensibilisation fonctionne. Oui. Comment, justement, on peut convaincre les gens d'améliorer leur bien, en fait, tri, c'est d'en parler, M. Beausoleil, honnêtement. Pourquoi? En fait, trop souvent, et puis, évidemment, je suis interpellé par la Régie parce que non seulement le site est sur le territoire de Neuville, mais comme membre du conseil d'administration, j'ai été sensibilisé depuis plusieurs années aux effets-bénéfices, évidemment, de la gestion des matières résiduelles. Et lorsque nous informons correctement les citoyens que leur participation active est importante, on a des résultats. Donc, il faut le communiquer, il faut le vulgariser et on profite des occasions, comme qui nous est offerte ce soir comme tribune, de nous adresser aux citoyens, d'abord pour les remercier de leur excellent travail, mais également de leur demander de continuer et surtout de propager les résultats positifs qui sont entraînés de par leur implication.
Quelles sont les faiblesses actuelles, mettons, Je vous dirais que les faiblesses, en fait, ce n'est pas des faiblesses, c'est des opportunités. Quelles sont les opportunités qu'on pourrait évidemment identifier? D'abord, encore aujourd'hui, dans le bac de déchets, on a encore des efforts. Alors, on a effectué l'an passé, en fait, un diagnostic d'un camion, évidemment, qui a fait du porte-à-porte, notre camion de déchets. On a étalé sa collecte sur une dalle et on est venu identifier, bon, est-ce qu'il y a encore de la matière qui sont encore techniquement destiné à l'enfouissement, qu'on pourrait éviter. Et oui, on a encore un gros effort. Il y a beaucoup de matières qui se retrouvent malheureusement dans le bac de déchets qui devraient soit se retrouver dans le bac des matières organiques, soit dans le bac de recyclage. Alors, il faut continuer à sensibiliser. On publie annuellement un guide pratique qui, évidemment, qui est un aide-mémoire aux citoyens et citoyennes qui permettent de dire, bon, avant de jeter quelque chose, est-ce que ma boîte de pizza va dans le bac de matière recyclage? Est-ce qu'elle va dans le bac de matière organique ou autre? C'est indiqué là-dedans. Alors, et il y a les fameux écocentres. Les écocentres qu'il faut ne pas sous-estimer, qu'on appelle communément les monstres. Alors, au lieu de jeter une corde de bois sur le bord du chemin, évidemment, ou des détritus, évidemment, de bois ou autre, pendant la collecte des monstres, mais c'est un service qui est gratuit aux citoyens desservis par la Régie. Donc, c'est simplement de se donner l'effort, d'évidemment combiner un geste éco-responsable et avec évidemment un service qui est à proximité. Donc, les écocentres qui sont répartis de manière stratégique sur l'ensemble du territoire desservi par la Régie, Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, Neuville, Saint-Alban, Saint-Hubal. On a des mini-écocentres, notamment à Notre-Dame de Montauban et à Deschambault-Grondines. Et on est en train évidemment de finaliser la négociation, la mise en place d'un écocentre à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Dans le parc industriel, ça, vous avez un terrain, je pense. On a une entente de principe avec la ville de Sainte-Catherine pour l'acquisition d'un terrain dans le parc industriel, comme vous mentionnez, qui va nous permettre de déployer de manière fort intéressante un écocentre qu'on aimerait évidemment mettre en opération dès 2019. Alors, ça va nous permettre assurément d'augmenter notre performance, mais également surtout d'améliorer les matières évidemment qui sont destinées à l'enfouissement et évidemment au recyclage. Quelles sont les principales fautes, entre guillemets, ou des déchets qu'on ne place pas au matière organique, le bac brun. On a encore malheureusement le défi que ce soit en fait, les feuilles, que ce soit des matières organiques qui sont mangées de table, alors beaucoup qui s'en vont dans le déchet alors qu'ils devraient aller dans la matière organique. Oui, on est conscient que ça nécessite un effort aux citoyens de dire c'est beaucoup plus simple de prendre la poubelle conventionnelle, de tout mettre dans le sac noir, puis aller mettre ça évidemment dans le bac à l'extérieur. Mais une fois qu'on a commencé à faire un tri que j'appelle, qui est tout à fait, en fait, sommaire, de faire la répartition entre ce qui va évidemment dans un sac brun puis le mettre dans le bac brun, ça fait partie des méthodes. Et une fois que c'est entré dans la culture du tri, mais c'est un effet bénéfice. Il faut rappeler évidemment que le bac brun, l'été, il va être collecté aux semaines. Donc, pour ceux et celles qui redoutent des effets négatifs, les odeurs, les problématiques, bien, le bac brun, il est là aux semaines. Si vous mettez votre steak, excusez-moi l'anglicisme évidemment, dans le bac de déchets, c'est aux 2 semaines l'été. Donc, les odeurs, ils vont plus être générées dans le bac de déchets que dans le bac de matière organique. Donc, c'est simplement d'informer les gens que le matière organique, il est là. L'hiver, avec les conditions hivernales que nous connaissons au Québec, évidemment, le bac brun est moins collecté, mais il n'y a pas de problème. C'est froid, c'est gelé. Alors, il faut continuer à investiguer, il faut continuer à informer, sensibiliser. On a commencé à faire des sorties dans les milieux scolaires au niveau, évidemment, des maternelles, des prématernelles. J'ai donné quelques conférences et puis je vous dirais que je suis étonné, pour ne pas dire, évidemment, des plus optimistes lorsque je vois des petits, les ambassadeurs, de 4 à 5 ans, évidemment, d'apprendre à connaître les matières. Ils sont déjà, je voudrais, contaminés au recyclage, mais ils deviennent des polices vertes qu'on appelle. Et il n'y a rien de mieux que d'avoir un petit ou une petite de 4-5 ans d'arriver à la maison et de dire à ses parents, écoute, cette matière-là devrait aller au recyclage. Ça a un effet persuasif instantané. Avant de parler des matières que vous avez apportées, justement, on parlait des coûts tantôt. À chaque fois qu'on enfouit, il faut payer, mais à chaque fois qu'on récupère, une subvention. On a une subvention. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, c'est fort simple. C'est que le gouvernement du Québec, évidemment, avec une planification sur la gestion des matières résiduelles, avait émis des objectifs et pour, évidemment, non pas nous pénaliser, mais pour nous concentrer sur un effort de recyclage. Lorsqu'on enfouit une matière, il y a un coût qui est rattaché à ça et des redevances qui doivent être versées au gouvernement. On parle d'environ, dans Port-Neuf, de 87 $ par tonne pour gérer une tonne enfouie. Au niveau des matières recyclages, évidemment, il y a un coût parce qu'il faut faire de la collecte porte-à-porte. Il faut évidemment traiter la matière, il faut la transporter dans des centres de tri. On parle d'un coût d'environ 46 $. Donc, c'est la moitié pratiquement. Donc, ça coûte beaucoup moins cher de gérer des matières recyclables que des enfouir.
on a encore beaucoup de chemin à faire parce qu'on enfouit encore près de 27 000 tonnes de déchets par année. Oui. On recycle environ 8 à 9 000 tonnes. Alors, vous aurez compris que si nous augmentons encore davantage les matières que nous recyclons, le coût de traitement est de beaucoup moindre impact. Et ça coûte moins cher. Une pression moins sur les cotes-parts des municipalités contributrices, donc qui refilent la facture à leurs citoyens. Donc, quand un citoyen me dit, écoute, ma relation avec un site d'enfouissement, je la trouve quand même relativement éloignée parce que ma relation, c'est plus au porte-à-porte aux 2 semaines que je mets mon bac, mais sachez que chaque effort que vous faites individuellement, il y a un impact sur la régie, sur le budget de la régie, sur le budget de votre ville, donc sur le compte de taxes qui vous est transmis. Exactement. Donc, c'est 1 + 1 = 2. Parlons des matières que vous avez apportées. Oui, alors évidemment, en fait, il n'y a rien de mieux que des images pour voir qu'est-ce qu'on fait avec les matières recyclées. Donc, le verre, évidemment, les bouteilles de vin, évidemment, qui sont non consignées. Oui. On vous invite à continuer à les mettre dans votre bac verre. Ce qu'on fait, évidemment, voyez-vous, ça, c'est un verre qui a été concassé. C'est fin comme du sable. Et on utilise cette matière notamment dans les matériels de peinture pour l'asphaltage et le marquage des lignes de rue, qui donne un effet éclatant lorsque nous utilisons évidemment une peinture. Donc ça, c'est fort intéressant. Il y a également du verre ici qui est concassé en fait en moins fin. C'est pour mettre dans les bacs de piscine pour en matière de filtration des eaux de piscine. Ça fonctionne à la merveille. Donc évidemment, c'est fort intéressant. Portneuf est synonyme d'agriculture. On a évidemment des agriculteurs qui, à chaque printemps et à l'été, ont besoin de faire évidemment du foin. Donc le plastique blanc que vous voyez, qui est utilisé de manière assez abondante, bien, ça se recycle et on fait du mobilier urbain. Alors, ce bout de plastique, qui évidemment, c'est que des balles de foin, la matière de plastique des balles de foin qui permettent de faire des tables pique-nique, des mobiliers urbains comme des chaises, des bancs de parc, fort intéressant. Donc, une durée de vie utile et pérenne pour l'ensemble de ce qui peut être utilisé. Pour le reste, dit dans Portneuf, les acériculteurs, la tuyauterie des rabières. Ouais. Ça fait 2 ans que nous avons commencé. On a récupéré 3 tonnes environ l'année passée. Donc, ça, c'est du tuyau. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le passe évidemment dans une machine, c'est broyé. Il faut comprendre que l'industrie, qui a besoin de matières premières comme le plastique, l'acquiert. Donc, évidemment, elle vend des produits à base de plastique, mais elle aime récupérer son produit pour redonner, évidemment, donc c'est le deuxième vie, c'est le cycle. Donc, les papiers journaux, évidemment, on lit tous, évidemment, les médias, on aime les nouvelles. Ouais. Donc, pour ceux et celles qui prennent le papier journal, on le met dans les matières recyclables. Ça fait quoi? D'abord, d'autres papiers journal, mais les fameuses boîtes de carton pour les œufs. C'est comme ça que c'est réutilisé. Okay. Donc, l'industrie des œufs, évidemment, a besoin de cette matière. Donc, on vous incite fortement à continuer. Donc, ici, les cannes, évidemment, d'huile, le matériel usé, et c'est récupéré. Il y a une entreprise à Victoriaville qui, en fait, est intéressée à les récupérer. Donc, quand on va aux éco-centres, il y a une section pour les matériaux plus lourds, dont les huiles usées. On récupère, c'est déchiqueté, c'est valorisé et c'est vendu à des entreprises qui en ont besoin pour refaire des produits. Okay. C'est le cycle du recyclage. Oui. Est-ce qu'il y a des entreprises en Portneuf qui... En fait, on a un partenariat avec Godreau Environnement. Godreau, évidemment, qui est un des responsables qui est à Victoriaville. Alors, évidemment, Godreau est notre partenaire pour la collecte des matières résiduelles, mais évidemment, lorsqu'on a besoin de disposer de notre matière, mais nos matières sont envoyées à Victoriaville pour, évidemment, les valoriser. Alors, je profite également de l'occasion pour rassurer les gens que cette fameuse nouvelle qui a paru que la Chine, évidemment, n'acceptait plus nos matières. Sachez que dans Portneuf, plus de 90 % des matières qui sont recyclées demeurent au Québec. Alors, on a une matière recyclable, évidemment, qui est de haute qualité. Donc, on a des bons partenariats avec des bons fournisseurs, des bons clients qui souhaitent continuer à acheter notre matière. Donc, je vous invite fortement à continuer à recycler et ne vous en faites pas. Oui, il y a eu malheureusement des organismes ou des institutions qui ont des méthodes de recyclage peut-être moins performantes. Alors, eux sont peut-être visés, mais nous, dans Portneuf, il n'y a aucun problème. Oui. En 1 minute, pour la prochaine année, là, quels sont vos objectifs? En fait, finaliser les ententes avec Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier. L'éco-centre de Sainte-Catherine va assurément nous permettre d'avoir un autre envol. Et je vous dirais qu'en 2018, c'est de continuer la sensibilisation au niveau des industries, commerces et institutions. Les 1200 qui sont desservis, on a besoin de leur partenariat, on a besoin de leur engagement dans la mise en valeur, évidemment, des matières recyclables et des matières organiques. Sans eux, nous ne pourrons atteindre le 75 % que le conseil d'administration s'est fixé. Et ça, vous avez une agence de sensibilisation qui s'occupe justement de cette Madame partie-là. Guillemette, qui est exclusivement dédiée à la tâche et qui est très convaincante. Alors, je vous invite pour les sceptiques qui sont encore dans le doute, une fois que vous aurez rencontré Mme Guillemette, vous serez confondu, évidemment, et convaincu que la mise en valeur des matières recyclables et organiques est la voie à conserver et surtout à entreprendre pour 2018 et les années futures. Bernard Godreau, président de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Beausoleil.
Les municipalités de Rivière-à-Pierre et de Saint-Léonard se mobilisent derrière l'équipe Boscus 1 du Grand Défi Pierre-Lavoie qui a choisi de remettre les dons du prochain défi aux écoles primaires Marie du Saint-Sacrement de Saint-Léonard et 5 heures de Marie de Rivière-à-Pierre. Plus de 200 équipes de cyclistes parcourront les 1000 km du défi en 60 heures les 14, 15, 16 et 17 juin prochains du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal. Il en coûte 11 000 $ d'inscription par équipe pour participer au grand défi et ces fonds sont destinés à la recherche sur les maladies héréditaires orphelines, dont la maladie du Saguenay, l'acidose lactique, qui a eu raison des 2 enfants de Pierre-Lavoie il y a maintenant 10 ans. Tous les dons dépassant les 11 000 $ doivent servir et favoriser la pratique des saines habitudes de vie auprès des jeunes et les équipes sont appelées à parrainer une ou des écoles de niveau primaire ou secondaire. Les municipalités de Rivière-à-Pierre et de Saint-Léonard se donnent un objectif de 40 000 $ qui serviront à mieux équiper les gymnases des 2 écoles et à faire bouger les jeunes. 2 principales activités de financement se tiendront au cours des prochaines semaines et mois, un encan à Saint-Léonard au mois de mars et un pont payant à Rivière-à-Pierre au mois de mai. De plus, une visite des équipes Boscus est prévue en juin à Saint-Léonard. Marie-Christine Moras de Rivière-à-Pierre et membre du comité nous donne les détails. Donc, Saint-Léonard, vous aurez un encan le 23 mars prochain. Donc, on demande aux gens de la population de contribuer par le don d'antiquités, d'articles ou d'objets que vous avez, que vous aimeriez nous donner, en fait, qu'on puisse mettre à l'encan. Et Rivière-à-Pierre, ce sera un pont payant. On connaît le pont payant au mois d'octobre pour les chasseurs qui s'en vont sur leur territoire de chasse, à l'ouverture de la chasse. Maintenant, nous, on ira avec les pêcheurs. L'ouverture des chalets, la longue fin de semaine au mois de mai. Donc, il y aura 2 jours où le pont sera monopolisé par nos enfants, les parents, les grands-parents qui voudront participer et récolter les fonds. Le 13 juin prochain sera également le départ de Jean-François et de Luc vers Montréal, vers le Lac-Saint-Jean pour se rendre ensuite vers Montréal en vélo. Et ils vont faire un arrêt ici à Saint-Léonard. Les autobus sont déjà bookés pour la gang de Rivière-à-Pierre qui vont descendre rejoindre les enfants ici. Et il y a un gros party qui se promet, qui se prépare là, sous le préau ici. On aura la visite des 3 équipes Boscus, des cyclistes et des surprises bien sûr. De petites banques seront aussi déposées dans les commerces de Saint-Raymond, Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre et aussi ailleurs. Des envois postaux et courriels ciblés avec un plan de visibilité figurent aussi parmi les stratégies de financement et la population est invitée à y prendre part via le site web du Grand Défi Pierre-Lavoie. Il s'agit de sélectionner l'icône du 1000 km, l'équipe Boscus Frasken Piccolo et les photos de Luc Cousineau de l'entreprise Boscus ou de Jean-François Dion de Ciridion pour faire un don. Des chèques libellés à la commission scolaire de Portneuf sont aussi possibles. Une page Facebook est dédiée au projet. La semaine dernière, le comité comptabilisait plus de 7 200 $ d'amassés jusqu'à maintenant. Soulignons que Jean-François Dion de Ciridion participera pour la première fois au défi des 1000 km avec l'équipe Boscus. Jean-François Dion a fait un don de 8 500 $ l'an dernier pour prendre possession d'un vélo en bois, un Piccolo, fabriqué au centre-ville de Montréal par des ébénistes. Rappelons que l'an dernier, les équipes Boscus avaient cumulé près de 100 000 $ en dons et 68 000 $ ont été remis aux écoles primaires et secondaires de Saint-Raymond. Le député fédéral de Portneuf, Jacques Cartier, Joël Godin, annonce que le gouvernement du Canada a accepté de prolonger d'1 an la durée du programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, communément appelé le programme FEPTE, jusqu'au 31 mars 2020. Suite à l'insatisfaction de plusieurs municipalités et échanges avec le ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire du Québec, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités, le député Godin a fait pression auprès du ministre de l'Infrastructure et des collectivités pour qu'il se ravise et permette aux villes de réaliser leurs projets dans des délais plus raisonnables.
Plusieurs municipalités ont dû abandonner leurs projets en raison des délais trop courts et de la pression du marché et des coûts par rapport à la demande et à l'offre des entrepreneurs. Rappelons que le programme FEPTE permet la remise en état des infrastructures liées à l'eau potable, aux eaux usées et à l'eau de pluie, ainsi que la construction des futures installations et les mises à niveau des réseaux existants. Le comité Vas-y et le marché d'alimentation Provigo de Saint-Raymond s'associent pour offrir le service de livraison d'épicerie à domicile à Saint-Raymond, Saint-Léonard et Lac-Sergent. Pour nous en parler, nous accueillons en studio la coordonnatrice du comité Vas-y, Marie-Hélène Paquette, et la nouvelle propriétaire du Provigo de Saint-Raymond, Josée Bernier. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Conférence de presse, justement, ce jeudi avant-midi pour annoncer, justement, ce nouveau service. À qui ça s'adresse, les livraisons à domicile d'épicerie? En fait, la clientèle qui est visée, c'est surtout les aînés. On dirait aussi les gens qui sont en perte d'autonomie, les gens en convalescence, ceux qui ont une maladie chronique ou qui ont des limitations physiques ou des problèmes de santé cognitifs. Est-ce qu'il faut être membre du comité Vas-y pour se prévaloir de ce service? Oui, effectivement. Et ça coûte seulement 5 $ par année là, pour être membre du comité Vas-y. OK, alors les gens téléphonent au comité Vas-y pour se porter acquéreur d'une carte de membre. C'est une carte à vie. OK, donc c'est 5 $? Non, c'est une carte qui est bonne pour 1 an. OK, pour 1 an. Il faut renouveler, en fait. Là. Oui, effectivement. OK. Comment ça fonctionne? Pour recevoir, en fait, l'épicerie, peut-être Mme Langlois. Bernier. Bernier. Alors, on a déterminé une plage horaire. Alors, tous les mardis matins, entre 9h et 11h, on a vraiment libéré des gens en magasin qui vont prendre les appels des gens qui vont communiquer avec nous. On va noter les épiceries, on va faire les marchés, monter les commandes, préparer le tout, mettre dans les boîtes prévues pour la livraison. Et dans l'après-midi, les bénévoles du comité Vas-y vont passer en magasin, chercher les boîtes et acheminer les commandes aux gens respectifs avec le contenu. À tous les mardis matins? À tous les mardis matins. Une heure précise? Ou entre 9h et 11h. Pour le moment, pour débuter, c'est la période qui a été déterminée pour la prise de commande et la préparation des commandes. OK, donc vous mobilisez des employés du magasin chez vous à ce niveau. Alors, c'est la personne qui reçoit l'appel qui va préparer la commande. Oui, la même personne va vraiment être impliquée du début à la fin du processus. De la prise de commande téléphonique au montage complet de la commande, là, finalement. OK. Et les gens, en fait, choisissent ce qu'ils veulent Tout à fait. À l'épicerie comme Tout à fait. Ils se présentaient, en fait, chez vous en personne. Puis nous, mais les gens qui vont prendre les appels ont quand même l'habitude de faire des commandes, alors ils vont être en mesure de poser des questions à savoir, est-ce que les gens veulent une banane de niveau de mûrissement élevé ou pas élevé, la quantité, la provenance de certains produits. Fait qu'on va vraiment, là, puis on va préparer les commandes comme si c'était les produits pour nous, fait que les produits de qualité. Puis on va vraiment s'assurer de respecter les besoins des gens. Et aussi les promotions en vigueur. Tout à fait. Les gens, à partir du circulaire, peuvent décider de... Il n'y a vraiment aucune limitation, il n'y a pas de minimum de commandes, puis il n'y a pas de limitation là, au niveau de l'achat de produits. Pour le comité Vas-y, ça nécessite quand même plusieurs bénévoles, j'imagine. Comment ça fonctionne, en fait, selon le nombre de commandes que vous avez? Selon le nombre de commandes, là, oui. C'est sûr qu'on a une équipe de bénévoles qui est en place, qui est prêt à fournir pour le nombre de commandes, mais on est toujours à la recherche et on serait toujours très heureux d'en accueillir des nouveaux pour aider l'équipe en place à faire la livraison. Vous avez combien de bénévoles actuellement? Pour le moment, on en a 42. OK. On fait du transport, mais 42 bénévoles qui font du transport et les autres services là, du comité Vas-y. Vous chargez, j'imagine, pour la livraison, un certain coût pour l'essence, j'imagine? Oui, un simple montant de 7 $ par livraison qui va être demandé là, aux gens. D'où vient ce besoin? En fait, c'est à domicile. On veut de plus en plus que les gens demeurent à domicile. Vous parliez justement en conférence de presse, la table de concertation des aînés de Portneuf qui avait demandé ce service-là. Oui, d'avoir accès à des services alimentaires pour les aînés. Donc, on avait déjà démarré le service de livraison de repas à domicile qui fonctionne déjà très bien. On continue à livrer environ 70 repas par semaine. Quand même. Et puis, l'impact que ça a eu, maintenant, on a reçu des appels pour des gens qui auraient aimé savoir la livraison d'épicerie.
Nous aussi, on a fait une collaboration avec Mme Bernier. Quand on a rencontré Mme Bernier, de son côté aussi. J'avais eu la même demande. Alors, les planètes étaient comme bien alignées pour que le projet prenne vie. Fait que quand Mme Paquette et Mme Julien sont venues me rencontrer, j'avais eu les mêmes demandes de mon côté. Moi, j'étais à la recherche de quelqu'un qui pouvait offrir le service de livraison parce que j'avais pas cette logistique-là en magasin. J'avais pas de camion, j'avais pas nécessairement d'employés. Fait que finalement, la volonté des deux côtés a vraiment permis la réalisation de ce projet-là. Oui. Et vous avez choisi 3 municipalités. Sainte-Christine n'est pas... les gens de Sainte-Christine ne peuvent pas actuellement? Par contre, on demeure ouvert que si on a une demande quand même suffisante, que oui, on va être en mesure de se déplacer. Parce que là, c'est Lac-Sergent, Saint-Léonard et Saint-Raymond. Et Saint-Raymond. Oui, pour débuter. Pour débuter. Est-ce que vous êtes donné certains objectifs? C'est difficile à évaluer, j'imagine. Parce qu'en 2 heures, vous pouvez recevoir quand même une limite. Vous avez 2 personnes? Là, pour le moment, on a 2 personnes qui sont vraiment. Il faut avoir 2 appels à la fois. Exactement. Parce que ça prend quand même un certain temps à remplir, juste les besoins. C'est ça, j'imagine que vous avez une structure d'établi. Moi, dans un magasin précédent, j'avais une expérience similaire de commande téléphonique. Fait que c'est sûr que j'avais une idée de à quoi ça pouvait ressembler. Puis comme on s'est dit dès le départ, on met 2 personnes, une plage horaire de 2 heures, puis on va s'ajuster au fur et à mesure que le projet va évoluer. S'il y a une grande demande et qu'on a besoin de rajouter une 2e journée, on n'est pas fermé à l'idée du tout. Et pour commencer, on va vraiment le gérer de cette façon-là. On s'assure de toujours mettre les mêmes individus aussi sur les commandes téléphoniques pour que les gens puissent créer un lien de confiance avec ces gens-là. Fait que de cette façon-là, ça va faciliter. Est-ce que par Internet, ça pourrait éventuellement être une façon de faire? Mais nous, chez Provigo, on a un projet pilote de commande en ligne qui s'en vient pour le mois d'avril. Pour la population en général? Pour la population en général. Fait que c'est sûr qu'on s'entend. Il y a plein de projets sur la table. Fait que c'est sûr qu'on pourrait faire une pierre deux coups. Fait que c'est pas... L'idée est possible aussi. OK. Donc, il y aura un service de livraison qui pourrait s'offrir dès... On parle d'avril, on n'a pas de date exacte. Fait que là, avec une installation de service en ligne, fait que là, c'est sûr qu'avec le comité VOSI, on a une possibilité de faire des livraisons. Fait qu'on va voir là, si on peut étendre ce processus-là. Avec la livraison de VOSI. Ça ne sera pas une entreprise privée qui... Bien, pour le moment, comme je vous dis, on commence dans le cadre du projet, mais on ne ferme pas la porte à rien. Hein. Alors, c'est l'avenir qui va nous le dire. Oui. Vous êtes quand même nouvelle dans la région de Portneuf? Tout à fait, tout à fait. Depuis le mois de juillet? Je suis arrivée, j'ai succédé à M. Plamondon au début juillet, mais je suis franchisée officiellement depuis le 1er octobre. OK. Une première dans votre vie? Une première franchise, mais 22 ans quand même d'ancienneté chez Provigo. Je me suis promenée un peu. J'ai quand même géré plusieurs magasins. Directrice depuis 2010. C'est un rêve que je caressais depuis quelques années d'obtenir ma franchise. Ouais. Puis j'avais postulé pour un magasin à l'extérieur de la région et en cours de route, on m'a proposé un magasin dans la région de Québec étendu. Au départ, on ne savait pas quel magasin m'était offert, mais finalement, la vie a bien fait les choses et je me suis retrouvée à Saint-Raymond. L'implication communautaire, ça fait partie de vos valeurs, j'imagine? Tout à fait, tout à fait. Je viens d'arriver, fait qu'évidemment, je suis en train de créer des contacts, d'établir des relations. On est déjà partenaire avec SOS Accueil, on fait des dons de pain, on a déjà des implications. Puis comme je vous dis, on a plein de projets sur la table, alors le meilleur est à venir. C'est sûr. Peut-être en terminant, rappelons un peu les services du comité VOSI. Vous offrez quand même plusieurs services, là. C'est sûr, notre service principal, c'est au niveau du service du transport, accompagnement vers les hôpitaux de Québec et de la région de Portneuf. On accompagne aussi les gens pour aller faire leur commission, aller faire leur épicerie, aller à la banque, dans les institutions financières. Prochainement, la période des impôts commence. Donc, à partir du 27 février, tous les mardis et tous les jeudis, de 9h à midi et de 1h30 à 4h, on va faire la préparation des rapports d'impôts pour les gens à faible revenu. On fait aussi la location gratuite d'équipements orthopédiques. Et puis, etc. Il y a aussi un marchand de lunettes qui vient chez nous pour vendre des lunettes, des montures à prix modique. Oui, et vous êtes toujours ouvert à des bénévoles, justement, qui... Effectivement. Vous avez plusieurs membres, plus de 600? On est rendu à 630 membres, une quarantaine de bénévoles qui fait qui nous permet d'offrir ces services-là aussi qui sont nécessaires à la population. Et vous êtes basé, bien sûr, à Saint-Raymond. Alors, les gens qui veulent vous rejoindre, avez-vous un numéro de téléphone? Oui, dans le 418-337-4454 au poste 22. Alors, Marie-Hélène Paquette et Mme Josée Bernier, merci beaucoup de cet entretien. Puis, on vous souhaite un bon succès avec vos projets. Merci. Merci beaucoup. Alors, après la pause, les idées de sortie en loisirs et culture et une entrevue avec Mick Landry.
Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Dans la poursuite des plaisirs d'hiver qui se déroulent dans Portneuf, mentionnons les 2 journées d'activité à Saint-Uribe dans le cadre du Carnaval des Générations. Dans un premier temps, ce samedi 24 février, la population est invitée dès 10 h à assister aux festivités. Au programme jeux gonflables, glissades, jeux de société et bricolage. Des parties de ballon-ballet sont prévues en après-midi sur la patinoire municipale. Cette première journée se terminera par une soirée musicale avec danse et karaoké à la salle Lauré-du-Bois. Les activités de ce dimanche 25 février reprendront avec un dîner spaghetti dès 11h30, suivi du couronnement du roi et de la reine. Toutes les activités sont gratuites, sauf le dîner spaghetti. Les billets sont en vente au bureau de la ville au coût de 10 $. Le 7e Zumbathon au profit de la maison d'hébergement Mirepi se déroulera ce samedi 24 février au centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond. La designer d'intérieur Sonia Leclerc a accepté la présidence d'honneur et l'artiste peintre Suzanne Claveau est l'invitée d'honneur. Le Zumbathon se tiendra de 9 h à midi. Rappelons que cette activité bénéfice permet à la Maison Mirepi d'accomplir sa mission d'offrir aux femmes victimes de violences conjugales ou en difficulté avec ou sans enfants un hébergement confidentiel et sécuritaire, tant au niveau physique que psychologique, et où elles seront soutenues dans leur démarche d'autonomie et de reprise de pouvoir personnel. Pour ceux qui souhaitent participer ou encore faire un don, il est possible de le faire via le site internet www.mirepi.com ou à l'entrée pour le Zumbathon à partir de 8h30. Et tout porte à croire que les dirigeantes de la Maison Mirepi auront de bonnes nouvelles quant à leur projet de construction d'une maison de 2e étape. À Donnacona, les amateurs de ballon-ballet sont invités à encourager les joueurs ou à jouer ce samedi 24 février dans le cadre du retour du populaire tournoi du relais de la Pointe des Écureuils. Les meilleures équipes de Portneuf se mesureront dans une ambiance décontractée. C'est donc un rendez-vous ce samedi 24 février de 13 h à 17 h sur le stationnement en avant du relais. Les inscriptions se font sur place. L'École de musique régionale de Pont-Rouge présentera son concert bénéfice ce samedi 24 février à compter de 19h30. Le spectacle bénéfice se déroulera à la grande salle de la place Saint-Louis à la porte 14. La présidence d'honneur de l'événement est assurée par le maire de Pont-Rouge, Ghislain Langlais. Vous aurez l'occasion de découvrir les ensembles musicaux de l'école, dont entre autres le Stage Band. Les billets sont disponibles au coût de 20 $ à la Muraille des Bières à Pont-Rouge et au centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Une idée de sortie pour la famille, cette fois, c'est Arthur l'Aventurier qui sera de passage à la salle Luc Plamondon de Donnacona ce dimanche 25 février à compter de 14 h. Il vous promènera à travers les montagnes rocheuses, ses parcs et ses histoires. Les billets sont disponibles au coût de 20 $ sur billetech.com. La ville de Saint-Marc-des-Carrières vous propose une nouvelle séance de cinéma répertoire ce dimanche 25 février à compter de 14 h au centre communautaire. Cette fois, c'est le film musical « Chantons sous la pluie » mettant en vedette Gene Kelly qui sera projeté sur écran. L'entrée est gratuite. La municipalité de Saint-Gilbert présentera un spectacle sous le thème de la Nouvelle-France avec chant et conte ce dimanche 25 février dans l'église, dans le cadre du 125e anniversaire de la paroisse. La formation vocale Allez chante offrira son concert à compter de 14 h. Les profits du spectacle seront redonnés pour la conservation de l'église. Les billets sont en prévente au coût de 15 $ et à l'entrée. Le jour du concert au coût de 20 $.
Le dimanche 25 mars prochain, de 10h à 17h, à la salle communautaire de l'Aréna de Donnacona, se tiendra la première édition de la foire du livre indépendant de Portneuf, la FLIP. Plus d'une vingtaine d'auteurs et d'autrices seront présents à l'événement qui se veut familial et festif. L'entrée sera gratuite. Pour nous en parler, nous accueillons en studio le président, directeur artistique de la Maison de la littérature portneuvoise et aussi de la FLIP, Michael ou Mick Landry. Bonsoir, Mick. Bonsoir. Mick, c'est ton nom d'artiste, en quelque sorte. C'est mon nom d'artiste, oui. Et d'ami aussi. Oui. Bonne idée quand même, c'est une première dans Portneuf, oui, ce genre d'organisation. Exactement. Moi, étant éditeur, je me promenais dans les salons littéraires à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières même. Et puis, des fois, je croisais de nos auteurs qui se prenaient des tables là-bas et qui me disaient « Pourquoi à Portneuf, on n'a rien comme salon littéraire? » Ouais. Hein? Donc, de là est venue l'idée de regrouper d'autres auteurs et de former justement une foire du livre. Pourquoi foire, le mot foire? Pourquoi le mot foire? C'est que le mot foire, on va présenter des choses davantage, tandis qu'un salon littéraire est beaucoup axé sur la vente du livre. Pour moi, ce qui était important, c'est que les auteurs aient un lien avec le public. Donc, on rencontre la personne derrière le livre. Et puis, c'est là-dessus qu'on mise beaucoup. Et il est fort probable que l'année prochaine, le mot « foire » se fera remplacer par le mot « fête », parce que c'est un événement familial. On veut que la littérature, c'est la littérature au sens large. Oui. Mais comment ça fonctionne, en fait? On parle à peu près actuellement d'une vingtaine d'auteurs et d'autrices, parce que le mot autrice existe. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent quand même. Non, en effet, c'est un mot qui a été délaissé au Québec. Et moi, je trouve que le mot autrice est beaucoup plus noble et élégant pour... je suis d'accord aussi. Tout à fait. Et j'essaie de le populariser dans notre région, que ce soit un peu notre marque à nous. Voilà. Alors, qui sont justement ces auteurs et autrices qui seront à la foire, en fait? Tout d'abord, il faut préciser que c'est des gens qui sont de Portneuf ou qui ont écrit sur le sujet de Portneuf. Donc, déjà là, c'est des gens d'un peu partout dans notre région. Et la façon que ça fonctionne, c'est fort simple. C'est qu'il faut d'abord être membre de la Maison de la littérature portneuvoise, qui est un organisme à but non lucratif qui vise la diffusion et la promotion des auteurs et des livres. Et puis, pour être membre, c'est un coût de 20 $ et c'est une cotisation à vie. Donc, déjà... Pour être membre de la maison. De la maison, exactement. De littérature, OK. Et puis, quand on est membre et auteur, ça nous donne l'occasion de participer gratuitement à la foire du livre indépendant de Portneuf. Et la façon est fort simple, c'est que les auteurs nous présentent leurs livres, un peu comme un salon littéraire qu'on connaît déjà. Et on favorise le contact auteur et visiteur, justement. Les gens peuvent acheter, j'imagine? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est juste que nous ne misons pas que sur la vente des livres, mais bien sur le rapport humain à humain et aussi sur le rapport initier les jeunes à rencontrer des auteurs pour qui sait leur donner la piqûre à l'écriture plus tard. Actuellement, vous avez combien de membres à la Maison de littérature? On est une vingtaine, oui. OK, donc ce sont les membres qui seront. Par contre, les gens qui souhaiteraient s'afficher doivent être membres, doivent entrer membres, en fait, de la Maison, je comprends. Exactement. C'est que la Maison, c'est pas pour rien qu'on appelle ça la Maison, c'est que nous, on a formé une communauté, une famille, si on veut. Puis, on commence d'abord par être dans la famille, puis après ça, on peut bénéficier des services de l'organisme. Parce que... Tu es aussi, en fait, président des éditions Mots livrés? Oui, tout à fait. Mon entreprise privée, je suis éditeur dans la vie. Et puis, ça fait déjà 6 ans là, que je suis en affaires et que déjà, là, on a produit une trentaine de publications papier et numérique. OK. Mais les gens qui participent à la Maison ne sont pas nécessairement édités par ta maison d'édition? Non, exactement. C'est ouvert à tous les autrices, auteurs portneuvois, peu importe la distinction, mais aussi aux autres éditeurs et aussi à notre presse écrite. Qui peuvent... En Portneuf. Oui, tout à fait. Donc, il va y avoir une présentation Courrier de Portneuf et Borgia Impression qui seront présentes. Et aussi d'autres organismes reliés à la littérature, c'est-à-dire l'Ardoise, entre autres.
Oui, de Saint-Casimir qui donne des formations, en fait. C'est ça, en écriture, pour l'alphabétisation, voilà. Sera présente aussi pour présenter ses services et la table 0-5 ans pour les plus jeunes, là, parce qu'ils ont un projet de bibliothèque pour les jeunes, les bibliothèques de rue, voilà. Oui. Quand on parle de familial, il y aura d'animation, comment vous organisez ça? Tout à fait. Déjà, on a des auteurs jeunesse qui seront présents, donc on va leur aménager un petit coin. On va avoir de l'animation de Madame Crayon, qui est connue, entre autres, pour ses livres sur l'écriture cursive. Ouais. Et puis, on va aussi avoir Général Patente, qui est bien connu dans la région pour animer de façon intéressante là, les activités. Et puis, on va avoir aussi des costumadiers. Les costumadiers, c'est des gens passionnés qui se déguisent. Donc, on va avoir... Costumadier, avec un D. C'est ça, exactement. En anglais, on dirait cosplayer. On connaît plus ce mot-là en anglais, mais en français, c'est costumadier. Oui, tout à fait. Et ça, en fait, là, vous avez des heures quand même précises. C'est de 10h à 17h. Exactement. Et vous avez choisi la salle communautaire de l'Aréna. Oui, bien, pour sa grandeur, de un, parce qu'on voulait avoir de l'espace en masse. Et puis, justement, on peut accepter jusqu'à la journée même, on peut encore accepter des auteurs. Les inscriptions ne sont pas finies. Donc, si vous êtes un auteur, joignez-nous et puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Qui peut se qualifier d'auteur? Il faut avoir... il faut avoir écrit écrit et publié surtout un livre. Peu importe le type de publication, que ce soit avec une très grande maison d'édition ou en auto-édition soi-même, il n'y a aucun problème. Il faut avoir publié un livre. Exactement. Vous avez un lancement de livre, je pense aussi, oui, de prévu. Exactement. Dans le cadre de l'activité, il y a l'auteur Frédéric Huillon, spécialisé dans les livres qui portent sur la finance, car lui, dans la vie, il est comptable. Ouais. Donc, il lance son deuxième livre. Je ne me souviens plus du titre, mais ça porte sur la comptabilité, mais l'aspect, dans son premier livre, on a géré l'argent. Dans le deuxième livre, on gère le temps. OK, oui. Et qu'on a vu d'ailleurs à une de tes émissions, parce que tu t'as produit en fait, et animé une série qui est encore diffusée sur nos ondes en fait, qui s'appelle Portneuf littéraire. C'est ça, exactement. Donc, Portneuf littéraire, c'était l'idée, dans le fond, d'inviter des auteurs, de parler de leur livre, oui, mais de parler surtout de la personne derrière le livre, pour montrer aux gens qu'est-ce qui pousse quelqu'un à écrire un livre. Quel est son cheminement? Et c'est là qu'on se rend compte que chaque personne a son propre cheminement pour arriver à publier son livre. Oui. Toi-même, tu es un écrivain. Oui, tout à fait. Professionnel. Exactement. Exactement. Tu as écrit quand même plusieurs volumes, oui, je pense. Tout à fait. Je suis rendu à ma 7e publication. Et puis, entre autres, ma 7e publication, c'est Ne dors pas Mick, que j'ai écrit en 24 heures sans dormir. C'est un défi en même temps. Que tu as relevé. Exactement. Donc, dans ma démarche artistique, j'aime beaucoup travailler avec les concepts et les défis. Et puis, voilà, j'en suis rendu à 7. Oui, et là, le prochain défi, justement, c'est ce Flip, qui sera annuel, oui? Vous souhaiteriez qu'à chaque année... Exactement. Présenter ce genre d'événement-là. Tout à fait. Nous, on invite la population à venir nous voir. Puisque c'est une première édition, on compte sur l'achalandage pour grossir l'événement l'année prochaine. Donc, venez nous voir, venez nous encourager, puis on va en faire une recette gagnante. Oui, et ça, c'est le dimanche 25 mars. Donc, à mettre dans son agenda. Alors, Michael Landry, merci beaucoup. Merci à toi. On va te souhaiter bon succès pour cette première édition. Puis on invite les gens justement à écouter l'émission de Michael Landry qui s'appelle Portneuf littéraire sur nos ondes. Merci. Alors, Michael Landry. Les dirigeants de la coop Univers ont présenté un chiffre d'affaires record de près de 68 millions pour l'exercice financier se terminant le 31 octobre 2017 lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tenait vendredi dernier à Saint-Marc-des-Carrières. Le trop perçu d'exercice se chiffre à plus de 2,5 millions. Selon le directeur général Danny Côté, tous les secteurs d'activité sont rentables. La coopérative émettra pour plus de 1 100 000 $ en ristourne aux membres
producteurs agricoles. À ce montant s'ajoutent plus de 225 000 $ payés en remise sur leurs achats de 2017 pour un total de plus d'1 325 000 $ en retour à ses membres cette année. De plus, la coopérative a remis plus de 30 000 $ en dons et commandites à divers organismes et activités de la région et 6 jeunes agriculteurs qui ont participé au fonds coopératif d'aide à la relève agricole se sont partagé un montant de 27 000 $. Le 8 avril prochain, la Coop Univers jumellera ses forces avec 3 autres coopératives de son réseau pour former la Coop Novago. Cette nouvelle coopérative présentera un chiffre d'affaires de plus de 330 millions et pourra compter sur plus de 500 employés. Son territoire couvrira la rive nord du fleuve entre Québec et Montréal, de même que l'Outaouais et l'Abitibi-Témiscamingue. Elle sera active en approvisionnement à la ferme et opérera également 24 quincailleries. Fondée en 2010, la Coop Univers est la propriété de près de 600 membres sociétaires, 750 membres associés et 5200 membres auxiliaires. Son territoire s'étend de Québec à Trois-Rivières et du fleuve jusqu'à la Tuque et emploie plus de 150 personnes dans ses 8 places d'affaires. Depuis 2013, la Commission de toponymie du Québec fait connaître chaque année ses 12 coups de cœur toponymiques pour souligner la richesse de la toponymie du Québec. Une plaque honorifique est remise à l'administration municipale où se trouve le lieu qu'il désigne. Les coups de cœur toponymiques 2018 ont été sélectionnés parmi les quelques 1600 toponymes officialisés par la Commission en 2017. Et parmi les 12 coups de cœur, on retrouve le chemin du Petit Canot à Rivière-à-Pierre. Anciennement, on empruntait ce chemin pour se rendre au débit de boissons appelé le Petit Canot. Comme dans de nombreux endroits de ce genre, on y vendait un alcool fabriqué de façon artisanale et dont on faisait la contrebande. Ces débits de boissons qui prenaient place habituellement dans une résidence privée étaient surnommés des petits canots. Parmi les autres coups de cœur de la Commission, notons l'étang du Castor errant, c'est à Ham-Nord, dans le centre du Québec, le parc de la Coulée Verte à Saint-Lambert, dans Montérégie, le parc des Bourragans, c'est à Montréal, et le phare du Bourgault, c'est aux îles de la Madeleine. Ces noms de lieux se sont démarqués, entre autres, par leur originalité, leur valeur poétique, leur capacité à inspirer des images fortes et riches et leur contribution à la promotion du patrimoine culturel. Et en terminant, le CIUS de la capitale nationale et ses partenaires ont annoncé cette semaine le déploiement de l'approche triple P, pratique parentale positive, dans la capitale nationale. Triple P est un programme de formation destiné aux parents d'enfants de 0 à 12 ans et qui ont de la difficulté à communiquer avec eux, à les éduquer ou à les encadrer. Tous les parents de la capitale nationale, dont Portneuf, peuvent maintenant avoir accès à la série de conférences publiques, gratuites et animées par des professionnels des secteurs scolaires, communautaires et des services de garde. Le programme Triple P a fait ses preuves dans plus de 28 pays et des recherches ont été menées ici, au Québec. L'horaire des conférences est disponible sur le site web www.parentspositifs.ca. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Karine pour les idées de sortie. Merci à Stéphane, Tony et Philippe à la régie. Merci de nous suivre à chaque semaine via la télévision et sur le web. Et on se laisse avec des images de la fête aux flambeaux qui avait lieu en fin de semaine dernière à Pont-Rouge. Bonne semaine. Le Québec. Une population enterrée, laissée mémoire, grand exil vers autre semble plus facile. Le courant descend vers les états où tu travailles, oui, il y en a, mais il n'y a pas d'argent à faire là.
a fait un fort.